L'industrie culturelle a souvent tendance à idéaliser les narcotrafiquants et les cartels auxquels ils font partie. Les films et les séries qui inondent le marché dépeignent fréquemment ces personnes comme des individus charismatiques, voire séduisants, souhaitant simplement protéger leur famille de la pauvreté et répondant seulement à la demande croissante en matière de drogue dont les consommateurs seraient le seul véritable problème. La violence des cartels y est stylisée, voire rendue volontairement jouissive pour le spectateur. Pourtant, la vérité est assez différente, car les organisations criminelles du monde réel sont tout sauf divertissantes. Corruption à grande échelle, torture, exécution, attentats, guerre fratricide, ravage de la drogue sur les toxicomanes, les cartels de la réalité inspirent davantage la peur que la fascination et détruisent des milliers de vies. Parmi eux, l'un des plus dangereux de tous, le cartel de Sinaloa. Basé au Mexique, cette organisation clandestine fondée par Joaquim Guzman, dit El Chapo, s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs de drogue dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité derrière un syndicat du crime qui n'a rien d'une fiction. Pour comprendre la montée en puissance du cartel de Sinaloa, il faut d'abord retracer l'histoire de l'organisation qui l'a précédé, le cartel de Guadalajara. Fondé au début des années 1980 à Jalisco, au Mexique, il est à l'époque la première organisation criminelle du narcotrafic à grande échelle du pays. D'abord spécialisée dans la culture de la marijuana, l'organisation se tourne très vite vers le trafic de cocaïne, bien plus rentable, en s'associant avec le cartel de Medellín d'un certain Pablo Escobar. Le deal est plutôt simple. Le cartel de Guadalajara sert d'intermédiaire entre les exportations colombiennes et les États-Unis, le tout en touchant un certain pourcentage sur les revenus. Le chef des opérations, Félix Gallardo, dit El Padrino, se charge de blanchir l'argent en fondant plusieurs sociétés immobilières ainsi qu'en s'associant avec les grandes banques mexicaines. Pour finir, il noue également des relations étroites avec des hommes politiques influents. L'argent coule à flot et le cartel demeure à l'abri des radars jusqu'en 1984. À cette date, plusieurs agents de la DEA, l'administration états-unienne de contrôle des drogues, parvient à localiser le plus grand champ de marijuana des narcotrafiquants et en informe l'armée colombienne qui établit un raid historique. Ce coup de massue pour le cartel de Guadalajara incite ses hauts dignitaires à se venger de la DEA en faisant torturer de manière brutale pendant près de 30 heures, puis assassiner l'un de ses agents, Enrique Camarena, dit Kiki. Según el análisis forense de su cuerpo, a Camarena le golpearon en la cabeza y el rostro de forma repetida y violenta con un instrumento contundente. Tenía los pómulos fracturados en 3 y tenía múltiples fracturas en la parte superior e inferior del cráneo. Incluso utilizaron un tubo de metal que le atravesó el cráneo. Murió finalmente por un golpe directo a la cabeza. Pour l'organisation américaine, c'est tout simplement une déclaration de guerre. Durant 4 ans, elle travaille sans relâche avec les forces mexicaines pour faire tomber l'empire de Gallardo. Celui-ci finit par être arrêté le 8 avril 1989, mettant fin au cartel de Guadalajara. Mais malheureusement, cet événement marque aussi l'émergence des cartels mexicains modernes. En effet, les différents lieutenants rompent les uns avec les autres pour créer leurs propres organisations criminelles. Ainsi, la famille d'Armando Carrillo Fuentes s'empare du cartel de Juárez, les frères Arellano Félix de la ville de Tijuana, ce qui deviendra plus tard le cartel du Golfe du couloir de Matamoros, et enfin, et c'est ce qui nous intéresse, Joaquim Guzman Loera, dit El Chapo, et Ismael Zambada Garcia El Mayo, fondent le cartel de Sinaloa qui s'empare de la façade pacifique. Progressivement, cette organisation tentaculaire prend de l'importance et s'étend aux 4 coins du Mexique, voire à l'international, ou aux États-Unis, en Espagne et au Portugal, jusqu'à 2 tonnes de cocaïne circulent chaque année. Le magazine Forbes classe El Chapo parmi les personnes les plus influentes au monde. Sa fortune est estimée à $1 milliard. Comme dit précédemment, le chef historique du cartel n'est autre que Joaquim Guzman Loera. Né dans une famille de paysans pauvres cultivateurs de pavot à opium, c'est-à-dire d'héroïne, El Chapo grandit dans un environnement propice au crime. Il se lie très tôt au cartel de Guadalajara, dont il devient l'un des hommes forts jusqu'à la dissolution de ce dernier. Par la suite, peu après avoir mis en place le cartel de Sinaloa, il est arrêté une première fois en 1993 au Guatemala, mais il continue d'assurer la direction du cartel depuis sa prison de haute sécurité de Puente Grande. De plus, en 2001, après avoir au préalable soudoyé les gardes, il réussit à s'échapper du centre de détention en se cachant, tenez-vous bien,
dans un chariot de linge sale. À partir de ce moment-là, grâce à une logistique innovante dans le narcotrafic, avec notamment l'utilisation de tunnels sous la frontière américano-mexicaine, il devient le narcotrafiquant le plus influent au monde, jouissant d'une fortune estimée à plus d'1 milliard de dollars en 2009. Pourtant, malgré toute la protection dont il jouit, Guzman est de nouveau arrêté en 2014, mais devinez quoi, il parvient une fois encore à s'échapper. Cette fois-ci, il utilise un tunnel d'1,5 km de long, creusé depuis la douche de sa cellule. Non, vous ne rêvez pas. Ce qu'on ne peut pas voir sur les images des caméras, c'est ce trou d'environ 50 cm sur 50. Un trou qui mène à ce tunnel d'1,5 km creusé à 10 mètres de profondeur. Un conduit éclairé tout du long, équipé d'un système de ventilation et d'une moto installée sur des rails qui servaient à extraire la terre et acheminer du matériel. Cette évasion révèle au mieux une extrême négligence de la part des forces de police mexicaines, au pire, une complicité totale. Finalement, c'est le 8 janvier 2016 que son sort est définitivement scellé, car après que le baron de la drogue ait accordé une interview à l'acteur américain Sean Penn par excès de confiance, les contacts d'El Chapo sont trouvés et un raid violent est organisé contre l'une des bases du cartel. Cette fois-ci, c'est fini, Joaquim Guzman est extradé aux États-Unis où il purge actuellement une peine de prison à perpétuité. Mais cela ne signifie pas pour autant la fin du cartel, et cela grâce à son fonctionnement particulier. Premièrement, de nombreux acteurs influents suppléer El Chapo, à commencer par Ismael Zambada Garcia dont on a déjà parlé. Cofondateur du cartel de Sinaloa, bien plus discret et méticuleux que son associé, il était devenu l'homme fort après la capture d'El Chapo, avant d'être arrêté à son tour à El Paso en 2024, aux côtés de Joaquim Guzman Lopez, le fils d'El Chapo. Ce sont actuellement d'ailleurs les frères de ce dernier, Ivan et Jesus, qui semblent être à la tête du Sinaloa. Cependant, une guerre fratricide fait rage depuis peu entre les fils d'El Chapo et ceux d'El Mayo, qui accusent leurs rivaux d'avoir dénoncé Ismael Zambada Garcia à la DEA. Deuxièmement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le cartel de Sinaloa n'est pas vraiment une organisation pyramidale, mais plutôt un ensemble de factions autonomes reliées entre elles. Pour mieux le comprendre, analysons son fonctionnement. Des produits qui sont fabriqués dans des labos clandestins, qui sont ensuite distribués par des cartels et qui font des ravages aux États-Unis. It's one of the country's top killers. More than guns, more than car accidents, and more than suicide. Comme dit précédemment, le cartel de Sinaloa fonctionne comme un conglomérat de plusieurs clans qui sont dirigés par l'état-major, qui est aujourd'hui divisé entre les fils d'El Chapo et ceux d'El Mayo. Chaque clan est sous l'autorité d'un chef local qui supervise 5 branches principales. Tout d'abord, tout ce qui relève de la production de drogue. Tandis que la cocaïne est importée de Colombie ou du Pérou, la méthamphétamine et le fentanyl sont synthétisés massivement sur le sol mexicain dans ce que l'on appelle des super labs. Enfin, l'héroïne et la marijuana sont cultivées localement. Ensuite, un deuxième groupe s'occupe du stockage et de l'expédition des drogues via le transport international clandestin. S'ensuit la branche spécialisée dans la vente, au gré de partenariats avec des réseaux locaux dans une 50aine de pays du monde. Puis, nous avons les spécialistes du blanchiment d'argent qui utilisent de nombreux commerces implantés dans la région, de fausses sociétés d'import-export et, désormais, des crypto-monnaies. Bien sûr, lorsque la vérité est découverte, le cartel peut compter sur la corruption des acteurs influents de la société mexicaine, des forces de police aux membres du gouvernement, en passant par les métiers du droit pénal. Enfin, la dernière faction n'est autre que les fameux sicarios. Il s'agit de tueurs à gages qui forment la garde rapprochée du chef de clan en le protégeant contre les forces armées mexicaines ainsi que les cartels rivaux. Le plus connu d'entre eux au sein du cartel de Sinaloa étant José Rodrigo Arechiga Gamboa, surnommé El Chino Antrax, qui dirigeait une milice au service du cartel, connue pour la torture et les assassinats. Ainsi, même si l'utilisation de la violence n'est pas le moyen de pression privilégié par le Sinaloa, l'organisation est tout à fait capable d'utiliser la force, comme elle l'a montré à de très nombreuses reprises. Pour en revenir à la logistique, chaque clan fonctionne de manière parfaitement autonome, mais garde tout de même des liens économiques avec l'état-major en lui fournissant une partie de ses revenus. Cet argent est réinvesti par les chefs du cartel pour acheter de la drogue en gros, pour la mise à disposition des machines de production, ainsi que la corruption à grande échelle des pouvoirs publics. Cette organisation particulière permet au cartel d'être résilient et efficace. Cela est d'autant plus facilité par la demande croissante de fentanyl aux États-Unis, la drogue y faisant des ravages. Les pastilles de M30 sont en effet 30 à 50 fois plus puissantes que l'héroïne, tout en étant 20 à 40 fois moins chères à produire, ce qui entraîne plus de bénéfices pour le cartel. Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres. 75 000, c'est le nombre de morts par surdose de ce puissant opioïde aux États-Unis sur la seule année 2023. Plusieurs quartiers de grandes villes sont remplis de toxicomanes qui sont tués à petit feu par ces drogues. Heureusement, la situation semble être en train de changer. U.S. officials say the Trump administration can use the military to go after Latin American drug gangs that have been designated
as global terrorist organizations and has quietly ordered the Pentagon to prepare options for it. Vous souvenez-vous lorsque j'ai dit que le cartel de Sinaloa était désormais divisé entre les fils respectifs des deux anciens chefs de cette organisation? Eh bien, il faut savoir que ces deux clans se livrent une guerre fratricide depuis les rumeurs autour de l'Indique qui aurait permis l'arrestation d'El Mayo, et cet affrontement risque bien de fragiliser le groupe sur le long terme. De fait, on observe une explosion de violence dans le nord de l'État et sur la côte pacifique due à des affrontements entre les deux factions, menant à des centaines de morts des deux côtés, dont 39 mineurs tués et 97 disparus depuis septembre 2024. Deux fillettes de 7 et 12 ans sont notamment mortes après avoir été prises entre deux feux. La peur règne donc dans les grandes villes comme Culiacán, ce qui pourrait forcer l'armée à intervenir directement contre le cartel. En parallèle, les saisies des différentes agences antidrogue continuent et ces dernières réalisent des opérations couronnées de succès, comme en témoigne la découverte de 4700 litres de méthamphétamine liquide à Culiacán en février de cette année. Planquée dans une des nombreuses caches du cartel jusqu'à sa découverte, cette quantité astronomique de drogue signifie une perte de 1,462 milliards de pesos, soit 72 millions de dollars. À cela s'ajoutent les 55 kilos de fentanyl et la saisie de 489 armes à feu. Des initiatives du gouvernement mexicain de Claudia Sheinbaum en fonction depuis le 1er octobre 2024, imputables en partie à la pression de Donald Trump qui entend imposer des droits de douane de 25% sur toutes les exportations mexicaines si rien n'est fait en matière de lutte contre les narcos. Dans une logique de continuité par rapport aux 46 milliards de dollars dégagés par Biden lors de son mandat, le nouveau locataire de la Maison Blanche entend bien mener la vie dure à des organisations telles que le Sinaloa. Il a par ailleurs fait en sorte de geler les actifs des fils d'El Chapo, offrant une récompense de 10 millions de dollars en échange d'informations menant à leur capture. The cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. L'année 2025 marque donc un affaiblissement économique, une fracturation de la cohésion et de l'organisation du cartel, ainsi qu'une pression étatique et internationale accrue. Mais ne nous y trompons pas, beaucoup de groupes et de clans du cartel continuent à fonctionner de manière autosuffisante, comme nous l'avions évoqué précédemment. De plus, ces activités criminelles semblent s'étendre au vu des récentes informations. Cette information à présent, et c'est une première dans notre pays, on apprend qu'un puissant cartel mexicain a envoyé des hommes chez nous, en France, des chimistes sur notre sol pour produire des centaines de kilos de drogue de synthèse. Dimanche 25 mai 2025, le parquet de Marseille a fait une déclaration assez choquante, affirmant de fait avoir démantelé un laboratoire de méthamphétamine appartenant au cartel de Sinaloa dans le petit village du Val près de Toulon dans le Var, une première en France. L'enquête a réussi à démontrer que deux trafiquants français, d'ores et déjà connus des services de police, ainsi que l'un de leurs associés mexicains basés en Belgique, auraient fait appel à 5 chimistes du Sinaloa pour construire un laboratoire clandestin de méthamphétamine. La marchandise, importée de Chine, était destinée à être exportée dans plusieurs pays européens limitrophes et même en Nouvelle-Zélande. Une information qui n'est malheureusement pas si étonnante que cela. En effet, le cartel est connu pour se lier avec des trafiquants régionaux des pays dans lesquels il s'implante et faire en sorte que ces derniers fournissent le matériel nécessaire via de petites entreprises légales, tout en apportant en échange leur savoir-faire et leur logistique. Le cadre tranquille du village offrait ici un atout majeur pour que le cartel puisse effectuer ses activités en toute impunité, ou presque. Ainsi, jusqu'à 400 kg de crystal meth auraient été produits au printemps 2024. Toujours est-il que, lors de l'opération intitulée Meta, la gendarmerie a effectué une quinzaine d'interpellations et une saisie de 216 kg de cette drogue, bien que le gros de la production ayant déjà été expédié et les chimistes du cartel ayant déjà quitté les lieux. Cette affaire récente rappelle toute la dangerosité du cartel de Sinaloa, qui semble, grâce à ses contacts et à son influence, s'implanter doucement mais sûrement côté européen. If it gets more difficult to operate in America, a move scaling up your operations in Europe is a logical step. Ainsi, il est de source sûre que le syndicat du crime est présent en Espagne, en Belgique, du côté du port d'Anvers, ou encore aux Pays-Bas. Bien que les autorités françaises aient tenté d'intervenir sur le terrain en créant donc une cellule spécialisée nommée Meta, eh bien le risque demeure bien réel, avec une hausse considérable du trafic de stupéfiants en France, dont certains acteurs semblent être reliés au cartel mexicain. Malgré la chute du parrain, les affaires prospèrent à Culiacán, la capitale du cartel, située au nord-ouest du Mexique. En conclusion, le cartel de Sinaloa, bien qu'affaibli par l'arrestation progressive de ses chefs, la guerre de clans qui fait rage en interne ainsi que les pressions du gouvernement mexicain sous surveillance états-unienne, reste néanmoins une organisation criminelle très puissante au Mexique avec des contacts dans le monde entier, y compris en France et dans les pays européens limitrophes.
La logistique particulière, ses capacités de corruption à grande échelle du pouvoir public, ainsi que la peur tout simplement qu'il inspire au Mexique, en font une organisation très difficile à démanteler, dont les activités criminelles ne semblent malheureusement pas prêtes de cesser. Sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir.